Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. C'est assez inédit pour qu'on en parle aujourd'hui. Voilà des milliardaires qui réclament plus d'impôts. Dimanche 22 mai, alors que des manifestations étaient organisées contre le forum de Davos, dont nous avons déjà parlé ici, et donc des manifestations qui étaient en marge de cet événement, voilà des militants assez impromptus qui se sont joints aux contestataires, on va dire plus classiques. C'est un collectif de milliardaires et de millionnaires du nom de Tax Me Now. Taxez-moi maintenant. Tout à l'heure j'ai dit more, mais non, c'est now. Donc maintenant et pas plus. A signé un appel au gouvernement pour imposer davantage ces franges pour lesquelles ils sont concernés, ces franges très riches de la société. Ces soutiens se décrivent comme des millionnaires patriotes. Ils souhaitent réduire les inégalités économiques qui se sont encore davantage creusées avec le Covid et les conséquences inflationnistes de la crise sanitaire. Voilà qui est intéressant alors que nous sommes quand même dans une période, rappelons-le, où, d'après l'étude Oxfam, la richesse combinée des milliardaires dans le monde a triplé, représente aujourd'hui plus de 14% du PIB mondial, donc les riches sont encore plus riches, selon Oxfam. Et de l'autre côté, une étude récente, ça date de mardi dernier, de l'assureur crédit Allianz Trade, révèle que le budget alimentaire des Français pourrait augmenter de 224 € cette année, soit une augmentation de 8,2%. Donc en conclusion, on voit des riches qui s'enrichissent et des pauvres qui vont devoir payer encore plus cher et donc souffrir encore plus. Et au milieu de tout ça, ces milliardaires et ces millionnaires qui demandent à être taxés plus. Alors est-ce qu'ils vont nous sauver, ces milliardaires millionnaires? Et pour analyser toutes ces tendances, nous sommes avec Guy de la Fortelle. Bonjour Guy de la Fortelle. Bonjour Clémence. Vous êtes éditeur financier et fondateur de la lettre d'actualité L'investisseur sans costume. Alors avant d'analyser les deux tendances qui évidemment s'opposent, celle des très riches et des pauvres ou des classes moyennes finalement, est-ce que vous avez entendu parler, vous, de ce collectif de milliardaires et de millionnaires qui demandent, chose très étrange, à être taxés et imposés plus par patriotisme finalement d'une certaine façon? Oui, bien sûr. C'est un mouvement qui date un peu, dont on a peut-être pu entendre parler il y a déjà quelques années, quand il y avait déjà des milliardaires américains et qui demandaient effectivement déjà à être taxés davantage. Et là, ce qui est assez amusant, c'est qu'ils se sont invités à Davos, là où habituellement on trouve plutôt les altermondialistes et les protestataires. Pour demander officiellement, et là c'est par des Européens, c'est une certaine Marlène Engelhorn qui s'est fait un peu le fer de lance de cette demande, qui est la petite fille d'un des fondateurs de BASF, le géant pétrochimique allemand. Et qui a ce côté très bizarre où elle vient de demander d'être taxée plus et en même temps elle a annoncé qu'elle allait, c'est toujours pareil, toujours dans le futur, qu'elle allait donner 90% de sa richesse, on ne sait pas à qui d'ailleurs. D'accord. Mais donc, en fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que c'est très mignon, c'est très gentil, mais ça va pas faire beaucoup avancer le schmilblick. Alors, la première chose qu'on peut observer, c'est que, donc, encore une fois, c'est pas quelque chose de très récent et que à chaque fois qu'on a eu des milliardaires philanthropes comme Warren Buffett ou Bill Gates, généralement, plus ils sont philanthropes, plus ils s'enrichissent. Oui. Il vaut mieux se méfier dans ce genre de cas-là, oui. Il faut être absolument méfiant parce que on se rend compte, si vous voulez, qu'il y a un énorme business du charity, de la charité, pour le dire en français. De la charité, le terme est bon, un peu désuet, mais c'est absolument ça. Donc la première chose, c'est que vous prenez quelqu'un comme Bill Gates. Bill Gates est probablement plus puissant encore aujourd'hui qu'avant, qu'il ait donné plus de la moitié de sa fortune à des fondations. Ce qui d'ailleurs est fallacieux quand tous ces gens vous disent on donne notre fortune. Quand ils mettent ça dans des fondations qu'ils contrôlent, au final, ils l'ont pas donné puisqu'ils gardent le contrôle des fondations dans lesquelles ils ont mis cet argent. En revanche, ils échappent à l'impôt, ils échappent aux droits de succession et ils échappent justement à ces possibilités de taxation. Et c'est là où il y a quelque chose qui, pour moi, est absolument vicieux, c'est que aujourd'hui, cette espèce de très haute bourgeoisie d'affaires qui concentre des richesses extraordinaires n'est pas taxable en fait.
C'est-à-dire qu'elle dit, moi je veux être taxé plus, mais personne a demandé à ce que d'aller planquer son argent dans des paradis fiscaux. Personne n'a demandé à ce que tous ces gens aient des œuvres d'art détaxées en France. Merci Laurent Fabius, dans des ports francs à Genève et ailleurs. Personne n'a demandé à ce que ce genre-là. Donc il y a un moment, si vous voulez, ils ont aussi le droit de respecter les règles du jeu et ils sont pas obligés d'aller faire de l'optimisation fiscale ultra agressive. Donc il y a quelque chose et c'est là où en fait ces gens sont pas crédibles, c'est-à-dire que il y a une espèce de manteau, il se part d'un manteau de vertu. Je rappelle qu'en France, si vous trouvez que vous ne payez pas assez d'impôts, vous pouvez donner de l'argent au fisc. C'est quelque chose. Je sais pas si c'est le cas en Allemagne, mais on peut. Donc il y a quelque chose d'absolument cynique dans cette idée de vouloir de demander à être taxé davantage. Mais Guy, juste une question, parce que vous dites qu'ils échappent aux possibilités de taxation en donnant à des associations. Il y a des gens très bien qui donnent, notamment en radio courtoisie, et qui donc, en effet, peuvent économiser sur leur imposition. Je ne sais plus, Franck, c'est combien exactement quand on donne Guy, vous pouvez le dire mieux que moi, d'ailleurs. 66% quand on donne à une association. Je peux pas te le donner à radio courtoisie. Voilà, exactement. Mais donc, c'est pas un mal en soi d'optimiser. Ah non, mais ça, c'est pas de l'optimisation, ça. C'est pas de l'optimisation. Là, quand je parle de cette optimisation, je parle de choses. Non. Ça, c'est quelque chose. Déjà, c'est une spécificité française, et c'est une spécificité française que moi j'ai tendance à apprécier. Qu'en France, on ait cette possibilité de défiscaliser pour pouvoir aller financer des associations. Là, ce dont je parle, c'est des gens qui vont créer des fondations. Et donc, quand ils disent je vais donner mon argent, ils vont pas donner leur argent à Radio Courtoisie, ils vont donner leur argent à une fondation qu'ils vont créer, dont ils vont garder le contrôle. Fondation qui, généralement, pourra tout à fait détenir des jets privés, des yachts de luxe dans lesquels tous ces gens iront passer leurs vacances. Donc, c'est ces fondations qui vont permettre de véhiculer toute la richesse et tous les signes extérieurs de richesse. Mais qui seront qui seront dans ces fondations qui du coup échappent. Et le plus important, c'est que ça échappe à l'impôt sur les successions. Et moi, je me souviens très bien quand Bill Gates, quand ils ont créé la fondation Bill et Melinda Gates, le premier truc, c'est de dire zut alors, la pauvre fille de Gates, elle va se retrouver avec à peine 50 millions. Et ou je sais plus ce qu'ils avaient prévu de lui laisser en numéraire. Et on se dit bon, après tout, c'est peut-être pas si mal, comme on dit, l'argent. L'argent, ça peut pourrir un peu aussi. Mais en fait, non, c'est exactement l'inverse. C'est exactement l'inverse. Ça permet, si vous voulez, de faire en sorte qu'il n'y ait pas que la succession ne soit pas dilapidée, que le contrôle soit gardé, et ça permet, en fait, de consolider des empires. Et il est là le vrai problème. Alors que effectivement, dans une logique de saine économie, il serait assez logique, si vous voulez, que y ait un jeu de concurrence et de renouvellement, et que vous n'ayez pas, comme ce qui est en train de se passer aujourd'hui, une espèce de glacis qui se crée où les élites se renouvellent de moins en moins et où tout le monde est en train de s'accrocher. On n'a plus la mobilité qu'on avait au XXe siècle. D'accord, donc en fait des riches dont la richesse triple selon Oxfam, qui en plus avec beaucoup moins de mobilité, c'est-à-dire qu'ils restent les mêmes depuis un bon moment. Et puis parlons un petit peu des autres, là si on reste en France, des Français pour qui le budget ne fait qu'augmenter et pour qui la richesse ne fait que diminuer. Le budget alimentaire notamment, on parle de cette étude d'Alliance Trade qui dit que le budget augmenterait de 224 € cette année, donc une augmentation de 8,2% pour l'alimentation. Guy de Lafortelle, c'est vrai que là on voit vraiment c'est un phénomène qui se cristallise d'un côté pour les très riches et puis qui se cristallise de l'autre également pour les plus pauvres qui on va avoir du mal à s'en sortir là. En fait, c'est le même phénomène, c'est les deux faces d'une même pièce. On est dans un monde qui ne crée plus de croissance pour des raisons assez simples, qui est que d'un point de vue fondamental, la croissance, ça vient de la croissance des populations et de la croissance de la consommation d'énergie. Et on n'a plus ni croissance de population à part en Afrique, ni croissance de consommation d'énergie, entre autres parce que l'énergie devient plus chère et aussi parce qu'éventuellement on a envie d'arrêter. Donc on n'a plus de croissance. Donc quand il n'y a plus de croissance, il y a un moment, il faut se partager cette richesse. Et que bien évidemment, quand vous avez cette forme de confiscation de la richesse d'un côté, elle se paye de l'autre. Et elle se paye sous forme d'inflation parce qu'on refuse, on refuse de regarder précisément comment
on pourrait bien se répartir cette richesse et comment on pourrait bien se répartir les fruits du travail. Et ce qui est terrible avec l'inflation, c'est que donc vous avez cette étude qui dit ça va augmenter de 224 €. C'est un chiffre qui alors ça veut dire quelque chose et c'est pas nul, mais ça veut rien dire, ça veut pas dire grand chose parce que selon vos manières de consommer et selon les produits qui augmentent, vous allez avoir des choses vous allez avoir un impact qui va être beaucoup plus grave pour les populations les plus modestes parce que ça va être des produits de base, parce que vous avez et sur ces 8%, je voudrais dire un truc que je trouve absolument dégueulasse, c'est que une très grande partie de cette inflation se fait sur les huiles. En France, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a une pénurie d'huile et que cette pénurie d'huile est probablement due à un arbitrage avec les biodiesels. Et avec une logique de profit où on préfère produire davantage de biodiesel parce que la réglementation bruxelloise incite énormément en ce moment avec des taxes qui incitent aujourd'hui à plutôt faire du biodiesel. La France est un très gros producteur de biodiesel. La France est le premier producteur d'oléagineux en Europe et on est les seuls à être en pénurie. Et ça participe de l'inflation. Et donc quand le gouvernement vous dit qu'ils font de la lutte contre l'inflation leur urgence nationale, c'est faux, c'est un mensonge. Non mais c'est bien compris, Guy de Lafortelle. On voit bien d'abord ce paradoxe entre les très riches qui disent, qui se parent d'un manteau de vertu, notre gouvernement qui lutte contre l'inflation avec une logique de profit, et puis ceux qui doivent payer tout simplement, toujours les mêmes. Merci beaucoup Guy de Lafortelle d'avoir décrit un peu cette ère glaciaire, pour revenir à votre métaphore sur le glacier des très riches. Guy de Lafortelle, éditeur financier et fondateur de la lettre d'actualité L'investisseur sans costume. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.